Salut à tous, donc aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo, on va voir comment bien choisir son climatiseur réversible et on va voir que finalement c'est pas si simple, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Comme la dernière fois c'est une vidéo qui est technique, ça va pas du tout porter sur les aides et compagnie. L'idée c'est de faire une espèce de guide qui va vous aider à bien comprendre votre besoin, à bien comprendre votre environnement, donc votre logement, et à bien comprendre le fonctionnement d'un climatiseur pour bien le choisir tout simplement. Il y a pas mal de points qu'on va aborder sur cette vidéo, le dimensionnement, les différents formats d'équipement qui existent, essayez de comprendre votre besoin et aussi essayez de comprendre votre environnement. Donc prenez des notes parce que c'est vraiment une vidéo technique. Normalement, vous allez pouvoir remplir votre petit calepin d'informations. Pour commencer, je réexplique à la vitesse de la lumière ce qu'est une climatisation réversible. La climatisation réversible, c'est ce qu'on appelle de la pompe à chaleur air-air. Elle va utiliser de l'électricité pour faire circuler un gaz qui va aller chercher la chaleur dans la pièce pour la transmettre dehors en climatisation et la chaleur qui est à l'extérieur pour la transmettre dans la pièce en chauffage. Donc elle ne génère pas l'énergie, mais elle la transfère, elle la pompe. C'est pour ça qu'on l'appelle la pompe à chaleur. On calcule donc sa consommation très facilement. Elle est en général de 1 pour 4 en chauffage, c'est-à-dire qu'elle prend 1000 watts d'électricité, elle transfère 4000 watts de chauffage. Et elle est en général de 1 pour 6 à 9 en climatisation. Ça veut dire qu'elle prend 1000 watts d'électricité, elle arrive à générer 6000 à 9000 watts de clim. Donc pour bien choisir son climatiseur, la première chose à prendre en compte, c'est le besoin, à savoir, est-ce que vous voulez juste climatiser? Est-ce que vous souhaitez climatiser et chauffer un petit peu en appoint? Ou est-ce que vous souhaitez un chauffage principal qui va climatiser un petit peu? C'est très important de commencer par là parce qu'on ne va pas du tout se diriger sur les mêmes gammes ni sur les mêmes formats. Vous avez des gammes qui sont vachement plus adaptées à uniquement de la climatisation et d'autres qui sont beaucoup plus confortables et beaucoup plus poussées technologiquement qui vont vous permettre de chauffer toute l'année et d'avoir des appareils plus discrets. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en général, l'entrée de gamme elle a des bons rendements en clim, mais elle a des rendements qui sont assez limités en chauffage, des décibels qui peuvent être vite contraignants, donc on va vraiment pouvoir l'utiliser 1 mois ou 2 mois par an, mais on peut pas dire que ce soit des systèmes qui soient très confortable. Si on souhaite vraiment chauffer en appoint ou chauffer en chauffage principal, on va aller chercher plutôt des formats gainables, on va aller chercher des unités intérieures un peu plus haut de gamme quand c'est du mural ou de la console, pour essayer de baisser les décibels, d'avoir par exemple des flux d'air qui soient intelligents, qui vont s'adapter à l'environnement. Donc on va pas réfléchir pareil. Il y a autre chose du coup que ce besoin va conditionner, c'est que pour les personnes qui veulent avoir un chauffage d'appoint ou un chauffage principal, ils vont beaucoup plus s'attarder sur la partie chauffage et on se rend vite compte que sur les modèles entrée de gamme, même milieu de gamme, finalement, les performances en chauffage en température négative, elles sont rapidement médiocres. La deuxième chose à prendre en compte, ça va être l'environnement. Donc, est-ce que vous vivez en maison? Est-ce que vous vivez en appartement? Si c'est en maison, est-ce que c'est une maison plein pied? Donc, est-ce qu'on va avoir des combles qui vont être accessibles, qui vont pouvoir dominer toute la maison? Ou est-ce qu'on va être sur une maison à étage qui va avoir finalement des combles que sur la partie étage et on n'aura peut-être pas accès au faux plafond du rez-de-chaussée? En général, c'est un peu plus compliqué. Donc là, ça va nous conditionner sur le format d'unité intérieure et puis ça va aussi nous conditionner finalement sur la mise en œuvre. Il faut essayer de penser au positionnement de l'unité extérieure comme point central finalement parce que ça va être très compliqué de mettre une unité intérieure d'un côté de la maison ou de l'appartement et puis après de mettre l'unité extérieure de l'autre côté sans mettre des goulottes de partout. Et donc voilà, par rapport à cet environnement, on va devoir broder autour de ça. Donc on se rend bien compte qu'en appartement, ça va être beaucoup plus compliqué aussi de mettre un gainable. C'est pas impossible, mais vu qu'on a au moins 30 cm de place à avoir dans le faux plafond, il faut qu'on ait un accès. Un gainable, c'est assez important, ça prend en général 1,50 m sur au moins 1,50 m de largeur, plus les gains qui vont venir, qui vont sortir et qui vont rentrer. Donc on a beaucoup d'amplitude. Si c'est pas dans un comble, en général c'est un petit peu compliqué à installer. Si vous êtes en appartement ou si vous avez une maison et les combles sont aménagés, c'est-à-dire que vous êtes sous les toits, vous êtes sous rampant, on appelle ça, et bien là on va plutôt se diriger sur des formats d'unités intérieures qui vont être plutôt console. La troisième chose, du coup, on y vient, ça va être le format d'équipement qui existe et qui va être le plus adapté à vous. On va faire un petit peu le tour de ce qui existe. On a le plus connu, c'est l'appareil mural. C'est l'équipement qui se positionne en hauteur. En général, on le met au-dessus de la porte quand on le peut dans la chambre et on le met de manière centrale dans la pièce de vie, donc de manière à diffuser dans le couloir et surtout à éviter le canapé ou le contact direct. Ensuite, on a la console ou l'allège qui va venir remplacer un radiateur, donc ça va se positionner en partie basse. Donc elle est très intéressante pour les pièces qui sont
sont sous-rampants, c'est-à-dire les pièces où on n'a pas beaucoup de hauteur sous plafond, donc on est vachement conditionné à l'espace qu'on a, et on pourrait pas mettre un appareil mural en général parce qu'on va l'avoir en flux direct dans la tête, donc ça va pas être très agréable. Donc là, elle va trouver tout son sens, elle va venir se positionner sous une fenêtre par exemple, et elle va pouvoir diffuser l'air au sol et en haut, donc elle va diviser le flux d'air en deux, ce qui va éviter le brassage de l'air, ça va être plutôt agréable. Bon, c'est pas forcément un équipement qu'on va sortir tout le temps, parce que c'est quand même plus onéreux que l'appareil mural, ça prend plus de place, c'est pas aussi discret. Donc elle est vraiment conseillée quand on n'a pas beaucoup de place. Ensuite, on a la cassette de climatisation. Donc ça, c'est beaucoup plus un équipement pour les professionnels, ou en tout cas pour le tertiaire. C'est quelque chose qui va parfaitement rentrer dans une dalle de faux plafond. C'est pas vraiment adapté au résidentiel, hein. C'est vraiment adapté plutôt à des bureaux ou une salle d'attente. Ça coûte plus cher que les équipements muraux ou consoles encore. Ça fait plus de décibels, c'est plus encombrant. Ensuite, on a le gainable. Donc c'est vraiment l'équipement le plus haut de gamme en pompe à chaleur RR. C'est un équipement qui va venir s'intégrer donc dans le comble ou dans le faux plafond, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc on n'a rien en visuel. On va venir aspirer l'air en espace commun, donc dans le couloir. On va venir souffler l'air chaud ou froid dans les pièces. En général, on met les diffuseurs au-dessus des fenêtres. On a vraiment le ventilateur qui est loin de la pièce. C'est beaucoup plus précis, beaucoup plus agréable parce que le ventilateur est dans les combles, donc on n'a pas de bruit. On a beaucoup moins l'effet de courant d'air forcément qu'un appareil mural ou console. Et puis c'est quand même plus précis en température parce que la mesure de la température se fait sur le thermostat qui est positionné à l'entrée de la pièce en général, proche du bouton de lumière. Donc on a une température qui est plus stable et plus homogène. Pour un appartement ou pour une maison à étage, on va devoir avoir accès au comble ou au faux plafond. Voilà, ça ajoute une petite contrainte technique. Voilà, la seule reproche qu'on peut lui faire, c'est que c'est quand même plus onéreux que les autres systèmes de climatisation. Et voilà, et pour finir, on a le plafonnier. Donc là, c'est un appareil qui va vraiment aller chercher de la puissance. Donc on va mettre plutôt dans du stockage, de la logistique, des choses comme ça. On va avoir un appareil qui est assez gros, assez moche, imposant, mais on va pouvoir le mettre en hauteur et puis ça va être rentable. On va avoir des kilowatts pour pas très cher. Donc c'est toujours pas un équipement qui est adapté au résidentiel. Donc ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est votre système de chauffage actuel. Alors je sais, vous allez me dire, tu nous fais chier avec ton chauffage. Là, on cherche de la clim pure. Mais lorsque vous avez un chauffage qui est vétuste, d'ancienne génération, une chaudière gaz qui n'est pas à condensation, une chaudière fuel, du tout électrique, vous pourriez grandement améliorer votre consommation et votre DPE en la remplaçant par de la pompe à chaleur RR. La climatisation réversible, elle est encore pas assez considérée comme un bon système de chauffage. Et je peux vous le dire, si elle est bien dimensionnée, vous allez en avoir pour vos sous. Alors, certes, c'est pas les économies d'énergie que vous allez faire qui vont payer la facture de la clim, mais tout mis bout à bout, ce sera pas de l'argent perdu. Entre la consommation, le DPE qui est amélioré, la possibilité de programmer son chauffage, le fait d'avoir de la climatisation, mais aussi le fait de pouvoir choisir une température et qu'elle soit respectée, c'est toutes ces petites choses mis bout à bout qui vont améliorer votre confort et qui vont améliorer votre logement. Donc clairement, quand on a une maison de plein pied et qu'on est en tout électrique, si on a un chauffage par exemple au bois ou au granule, on va pas le mettre à la poubelle, mais en complément, installer un gainable avec une bonne solution de chauffage en intersaison, voire même en saison complète, j'ai envie de dire, c'est pas une connerie. Donc maintenant, on va s'attaquer à un gros morceau, le dimensionnement. On va voir comment je dimensionne, comment on est censé dimensionner une pompe à chaleur RR. Et donc, on va faire ensemble la petite équation sur comment bien dimensionner sa clim, et on va faire un dimensionnement témoin. Donc la première chose qu'on commence par prendre en compte, c'est l'année de construction du logement. Ça veut aussi dire l'isolation, le coefficient de déperdition. Donc on classe généralement les logements dans 6 grandes catégories, c'est-à-dire les logements d'avant 1990 sans isolation, donc des murs bruts, que vous soyez en pisé ou que vous soyez en pierre, on est là-dedans. Donc là, on va prendre un coefficient de 1,8. Les logements d'avant 1990 avec de l'isolation. Donc si vous avez 5 cm de laine de verre, un petit peu de laine de verre dans les combles aussi, on va prendre 1,3. Donc on voit qu'on améliore un petit peu. Ensuite, on va prendre les logements des années 2000 parce que là, on avait la RT 2000. Donc on va prendre un coefficient de 1,1. L'isolation s'était un petit peu améliorée, les normes aussi, il y avait des petites normes de ventilation qui ont commencé à être mises en œuvre. Ensuite, on va prendre les logements d'après 2005, donc qui correspondent à la RT 2005. Donc là, on voit que le coefficient, c'est 0,9. Là, on voit que le besoin, il a déjà été divisé par 2 par rapport à une maison en mur brut. Ensuite, on arrive sur les logements RT 2012, donc qui sont réputés pour être très bien isolés. Là, on va prendre un coefficient de 0,6. Pareil, on commence à avoir des logements qui étaient très bien isolés, 140 dans les murs, 300 ou 400 dans les plafonds. Et pour finir, on a les logements RE 2020, donc la fameuse réglementation énergétique
que tout le monde adore, tout le monde la kiffe, celle-là, je sais pas pourquoi, les gens sont pressés de construire des maisons en RE 2020, mais n'empêche qu'on voit qu'on prend un coefficient de 0,4, ça veut bien dire que ça s'est vachement amélioré, donc on voit bien que tout au long, le vitrage, l'isolation, l'exposition aussi en général, elle est travaillée différemment. La ventilation, c'est tout des choses qui font qu'on a vachement divisé le besoin en énergie. Voilà, bon, ça c'est dans les grandes lignes. Après, si vous avez fait une rénovation, c'est bien différent. Là, il va falloir prendre le R, c'est-à-dire la résistance thermique des éléments que vous avez ajoutés à votre rénovation, que ce soit une isolation extérieure ou une isolation des combles, et on va venir modifier le coefficient de déperdition. Pour bien le calculer, en fait, il faudrait prendre la résistance thermique de tous les éléments que vous avez rajoutés et puis faire le calcul comme il faut. Mais alors, attention au pont thermique, c'est pas à la portée de tous d'arriver à calculer ça. Ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez réisolé votre logement à peu près comme il faut partir sur au minimum 0,9 de coefficient de déperdition pour être tranquille. Pour l'exemple, on va prendre une maison de 2013, donc qui est RT 2012. Donc on a notre premier paramètre qui est de 0,6. Ensuite, le deuxième facteur de l'équation, ça va être la surface qu'on va traiter. Donc nous, on va prendre 95 mètres carrés. Si vous souhaitez traiter qu'une partie du logement, eh bien, n'oubliez pas que la chaleur a vraiment tendance à monter. Vous n'allez pas pouvoir chauffer que le salon de 40 mètres carrés. La chaleur va se disperser dans les autres pièces. Donc il va falloir prévoir plus. Le troisième facteur, ça va être la hauteur sous plafond. Ça va nous donner un volume à traiter. Donc là, on va partir sur une maison standard, encore une fois, 2,50 m. Ensuite, on va estimer le travail à fournir. Donc le travail, comment on va le traduire? On va prendre la température extérieure la plus basse, donc moins 10 pour nous, parce qu'on est en Rhône-Alpes. Et on va prendre la température de consigne, c'est-à-dire la température laquelle on veut vivre. Moi, j'aimerais qu'il fasse 23 degrés dans mon logement, ce qui fait moins 10 dehors. Donc on va estimer un travail de 33. Et ensuite, on va encore mettre un autre coefficient. C'est ce qu'on appelle un coefficient de correction, qui est de 1,2. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va dimensionner la pompe à chaleur RR à 120% du besoin du logement. L'idée, c'est que vu qu'elle n'a pas de système de secours ou d'appoint, donc en fait, elle n'a pas de résistance électrique, et vu que c'est un système qui ventile, eh ben, on va aller mettre un peu plus de puissance pour gagner en confort, pour éviter que les appareils soient tout le temps en train de brasser de l'air et pour avoir une petite sécurité. Donc on a 0,6, parce que c'est une maison RT 2012, qu'on multiplie par 95 mètres carrés, qu'on multiplie par 2,50 m pour obtenir un volume, qu'on multiplie par 33 et qu'on multiplie par 1,2. Et donc là, on obtient 5643, c'est-à-dire qu'on a besoin de 5643 watts à moins 10 pour tenir notre logement à 23 degrés. Ça veut dire que quand vous choisissez maintenant votre pompe à chaleur RR, vous allez regarder dans les petites lignes, surtout pas dans la référence, mais dans les petites lignes, et vous allez chercher la puissance du générateur à moins 10 ou au moins à moins 7, parce qu'il y a beaucoup de marques qui donnent pas les dimensions à moins 10, et on va essayer de trouver une pompe à chaleur qui tient le choc. Donc, on va parler de l'emplacement maintenant. L'emplacement, c'est un sujet qui est quand même pas si simple que ça, parce qu'on a la partie confort et on va avoir surtout la partie technique, et c'est pas toujours évident de trouver un compromis. Avant ça, il faut comprendre que à partir du moment où on fait du froid, où on refroidit de l'air, ça condense. Condenser, ça veut dire générer de l'eau, de l'humidité. Et donc cette eau-là, il faut qu'on la gère, il faut qu'on l'évacue. On a deux manières d'évacuer l'eau, ou par gravité, c'est-à-dire qu'on a de l'eau qui se génère et on la laisse naturellement s'écouler de l'appareil, ou alors avec un système de pompe de relevage. Ce système, il est gangréné, j'ai envie de dire. Il finit toujours par être problématique. Comprenez qu'il faut essayer au maximum de mettre des évacuations gravitaires. Ça veut dire que derrière un appareil mural, il va falloir qu'on trouve un moyen de trouver de la pente, de la gravité. Donc il va falloir descendre. Si on pense que au confort, on évite au maximum le contact direct avec le flux d'air. Ça veut dire que dans le salon, on évite le canapé, on évite la table, et dans les chambres, on évite le lit. Donc dans le salon, on essaie de le positionner de manière centrale, de manière à pousser la chaleur face au couloir des chambres, et de manière centrale à avoir quelque chose d'homogène. On pense toujours à l'évacuation d'eau, comme je le disais, et au passage des tubes pour éviter les goulottes. Ça veut dire que ou on met l'appareil sur un mur extérieur, de manière à sortir tout de suite dehors, ou on le met de manière à sortir par rapport à la buanderie ou un placard. Donc on essaie de trouver une évacuation d'eau assez proche. Et dans les chambres, on va essayer de mettre l'appareil en général au-dessus de la porte de la chambre, pour éviter le contact direct et pour éviter le visuel direct. Mais il y a un mais, si on est au-dessus de la porte de la chambre, ça veut dire qu'on va être obligé d'avoir une goulotte qui va aller chercher l'extérieur. Ça peut être assez contraignant et assez moche. Donc il va falloir ruser. C'est pour ça que le mieux reste encore de mettre un système gainé, donc un système avec des bouches, le gainable dont je parlais tout à l'heure. L'idée, ça va être d'avoir l'appareil qui est caché dans les combles ou dans le faux plafond et de juste avoir un diffuseur
au-dessus de la fenêtre de manière à juste souffler l'air chaud ou l'air froid et on va plus avoir ce problème d'évacuation d'eau, de tuyauterie, de gaine. Tout va être caché dans les plafonds. Donc ça, c'est vraiment le top. Et donc pour le positionnement au niveau du gainable, eh bien on essaye toujours de mettre les diffuseurs au-dessus des fenêtres parce que c'est un emplacement qui est inutile. Ça va nous permettre aussi de couper l'arrivée d'air chaud ou froid qui arrive finalement de l'extérieur et ça va nous permettre de traiter la pièce au mieux en balayant, en allant du plus loin jusqu'à revenir dans l'espace commun. Étant donné que le gainable va avoir la reprise d'air, donc la respiration dans l'espace commun, dans le couloir et le soufflage dans la pièce, on va essayer de balayer au maximum la pièce pour avoir quelque chose d'homogène. Donc voilà, et pour le gainable, alors au niveau du positionnement de l'unité intérieure, donc comme je disais, au maximum dans les combles. Et c'est vrai que quand on n'a pas de place, quand on a un appartement ou quand on a une maison et qu'on veut faire au rez-de-chaussée, ben si on peut, si on a la chance d'avoir de la hauteur sous plafond, ça nous est déjà arrivé de l'intégrer donc dans l'espace commun, dans le couloir, donc de découper le faux plafond pour venir chercher la dalle et l'intégrer au maximum, puis après de faire un caisson autour du gainable pour venir diffuser directement dans les pièces en mettant des diffuseurs au-dessus des portes. C'est des choses qu'on a déjà fait, notamment dans un appartement sur Annecy récemment, et ça passe super bien. Bah, la contrainte, c'est que les gens ont vu leur faux plafond dans le couloir passer à 2,35 m, ce qui est un petit peu embêtant, mais au moins ils n'ont pas d'appareils muraux, ils n'ont pas de problème d'évacuation d'eau, ils n'ont pas de bruit, ils ont une température qui est stable. Donc ça a été un peu plus de travaux, mais c'est vachement plus intégré. C'est un autre boulot, quoi. Donc maintenant, on va voir comment on interprète un catalogue, parce que c'est vrai que c'est une tannée ces catalogues. Franchement, même moi encore quand j'ouvre, des fois, ça me fait mal à la tête, tellement il y a de lignes et d'informations. On va pas regarder toutes les lignes, mais on va regarder ce qui nous intéresse, donc pour bien choisir sa clim, parce que c'était l'objectif. Donc moi, je prends le catalogue Daikin parce que j'aime beaucoup cette marque, mais c'est valable pour toutes les marques. Il n'y a pas que Daikin qui font des bons produits. Donc on va aller sur du multisplit, parce que c'est ce qui correspond au plus grand nombre. Donc les informations qui sont super importantes à prendre en compte quand on choisit son climatiseur, toutes marques confondues, le plus important, ce sont les décibels. J'insiste régulièrement avec ça, mais parce que finalement, la clim, on la regarde pas tout le temps. Mais par contre, quand elle tourne, si elle fait du bruit, bah, on l'entend. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que dans les chambres, il faut essayer d'aller chercher 21 décibels maximum. Enfin, quand je dis dans les chambres. Dans une pièce qui fait 20 mètres carrés, voire moins, on va essayer d'aller chercher 21 décibels au maximum. C'est un paramètre qui va être très confortable. Il faut pas avoir d'inquiétude là-dessus. Pour une pièce qui va aller chercher 50 mètres carrés, on va essayer d'aller tourner au maximum à 27-28 décibels. Sachant que les modèles les plus haut de gamme sont à 24 décibels. Donc, ce sont des valeurs qui sont très confortables, encore une fois. Les décibels, c'est logarithmique, c'est pas des additions. 24 décibels plus 24 décibels, ça fait pas 48 décibels, ça fait 27 décibels. On comprend bien que chaque décibel est précieux sur une fiche technique. Donc cette valeur-là, c'est la pression sonore qu'on va retrouver sur la fiche technique du constructeur. Pour l'unité extérieure, on parle en général de maximum 50 décibels pour un équipement qui a des puissances standards. Quand je dis standard, en fait, c'est à peu près 10 kW maximum. Bon, je vais pas vous donner toute l'échelle, mais 50 décibels, c'est vrai que ça commence déjà un petit peu à faire beaucoup à l'extérieur. Mais en fait, en réalité, on trouve des équipements qui font 47, 48 décibels. On se rend bien compte que dans 90% des cas, c'est quasiment inaudible à l'extérieur. Ça vient se cumuler aux 35 décibels ambiants qu'on va retrouver. Ça va, c'est pas du tout envahissant. Les pompes à chaleur RR et même RO, elles font la plupart du temps très peu de bruit. Là où on va avoir un bruit qui peut être un peu plus imposant, c'est en dégivrage, en température négative, là où on va solliciter fortement le compresseur. Voilà, ensuite donc pour les autres caractéristiques qui sont très importantes à regarder, c'est le SEER. En fait, c'est le rendement annuel en climatisation. C'est ce que j'expliquais au début, le rendement entre l'énergie absorbée et l'énergie restituée. Plus cette valeur elle est haute, et moins vous allez consommer d'électricité pour restituer de l'énergie. Donc ce paramètre, on le retrouve en général entre 6 et 9 sur des équipements qui tiennent la route. Ensuite, en chauffage, le COP, il n'est pas forcément intéressant parce qu'il nous donne vraiment sur une température extérieure donnée. Il vaut mieux qu'on analyse le SCOP qui va prendre vraiment la moyenne des températures extérieures annuelles, donc c'est-à-dire qu'elles soient automnales ou hivernales. Et donc, on va vraiment avoir le rendement moyen entre les bons et les mauvais moments. Et donc, ce SCOP, il doit se situer au minimum à 3,9 et il peut aller jusqu'à 5, 6, je crois que j'ai jamais vu ça en RR. En tout cas, voilà, il faut qu'il soit au minimum à 3,9. En plus de ça, ça
va vous permettre d'aller chercher les certificats d'économie d'énergie. C'est des petites aides en fait, un petit coup de pouce qui est très facile à récupérer si vous avez un installateur qui est RGE. Et ensuite, comme j'expliquais tout à l'heure, il va falloir qu'on analyse les puissances restituées de l'appareil en fonction de la température extérieure. Donc on va avoir en général la puissance restituée à plus 7, donc c'est la puissance nominale. Et ensuite, on va avoir les puissances à moins 5, à moins 10 ou à moins 7. Et cette valeur-là, c'est la seule valeur qui nous intéresse vraiment par rapport au dimensionnement qu'on a fait tout à l'heure. Ça veut dire que c'est la seule valeur qui va nous permettre de dire j'ai choisi un équipement qui va me permettre de me chauffer convenablement sans galérer. Et là, il faut être attentif parce que très souvent, sur les marques entrée, voire moyenne gamme, on va avoir des équipements qui n'ont pas un très bon rendement, qui n'ont pas une très bonne puissance restituée en température négative. Et d'ailleurs, pas que sur ces marques-là, même sur les marques haut de gamme, notamment chez Daikin et compagnie, si vous prenez de l'entrée de gamme, vous n'avez pas de très bonne puissance restituée en chauffage. Les versions entrée de gamme, en général, elles sont pensées surtout pour climatiser et émettre un petit coup de chauffage d'appoint de temps en temps, mais elles n'ont pas été pensées pour être sollicitées convenablement toute l'année. Donc il faut faire attention à ce paramètre. Une autre caractéristique aussi très importante en chauffage, donc c'est la plage de fonctionnement. Donc on sait qu'elle va fonctionner jusqu'à moins 15 en général, et ça c'est quand même rassurant. Alors oui, on a dimensionné l'appareil jusqu'à moins 10, donc ça veut dire qu'à moins 15, on ne tiendra pas la température qu'on a exigée, mais on a toujours une source de chauffage. Regardez bien aussi les dimensions sur les unités intérieures. L'encombrement normal pour une unité intérieure murale, globalement chez toutes les marques, ça va être 80 cm de largeur, ça va être 25 cm d'épaisseur, et ça va être 30 cm de hauteur. C'est une unité intérieure qui est tout à fait acceptable. Attention avec les modèles qui sont très puissants. En général, au-dessus de 5000 watts, chez tous les constructeurs, on va avoir des modèles qui vont plus faire 80, mais qui vont faire 1 mètre de large. Donc les dimensions des unités intérieures à bien contrôler pour se projeter. Sur les modèles assez haut de gamme, vous allez avoir des appareils qui sont vachement moins épais. Donc ça, c'est plutôt cool, ça s'intègre super bien. Et voilà, un des derniers paramètres qui est très important, ça va être de choisir un installateur qui va être un minimum engagé. Alors certes, prendre du matériel haut de gamme, c'est super bien, mais si vous l'installez pas au bon endroit, vous le dimensionnez pas bien, vous choisissez pas les bonnes options, eh bien vous n'allez pas avoir un rendu qui soit aussi qualitatif que si vous aviez fait installer ça convenablement. Donc la mise en œuvre est très importante. Choisissez un installateur qui a l'agrément au minimum RGE, ça va vous permettre d'avoir les certificats d'économie d'énergie, ça va vous permettre normalement d'avoir un dimensionnement qui est cohérent, ça va vous permettre aussi d'avoir un prêt à taux zéro pour financer votre pompe à chaleur RR, donc c'est pas du tout déconnant, et ça va vous permettre aussi d'avoir l'assurance de ne pas avoir de fuite. Donc voilà, l'équipement est très important, mais son dimensionnement et sa mise en œuvre le sont peut-être même encore plus finalement. J'ai envie de dire une clim Casto qui est bien installée. Vaut mieux ça qu'une clim Daikin qui est achetée sur Amazon et qui est posée à la wall again. Et voilà, bon écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Alors j'espère que j'ai réussi à bien vous accompagner, à bien vous guider, à vous aider à choisir convenablement votre clim, ou tout au moins que ça vous a diverti ne serait-ce que 15 minutes. J'en profite pour me présenter, moi je suis Théophile Nouvian, le gérant de la société Solufroid. Donc nous on est spécialiste de la marque Daikin, on est installateur en Rhône-Alpes, donc on a 3 agences, on est à Bly, dans le parc industriel de la Plaine de l'Ain, ça c'est le siège social, et on a 2 antennes. On en a une à Gex, proche de la Suisse, et on en a une à Dardilly, donc dans l'ouest lyonnais. Si vous avez besoin d'un devis, d'une visite technique, d'une étude, n'hésitez pas à me contacter, c'est mon job. Allez, on se dit à la prochaine vidéo, c'est ciao!